L'invité de la matinale, psychiatre de renom, expert auprès des tribunaux. Il a l'habitude de se pencher sur la psychologie des criminels et même des tueurs en série. Il publie chez les éditions du Seuil l'énigme publique numéro 1 consacrée au cas Xavier Dupont de Ligonnès. Daniel Zaguri, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Vous consacrez donc ce livre, qui n'est pas une expertise, il faut le dire, à Xavier Dupont de Ligonnès, que vous n'avez jamais rencontré. Vous avez tout de même essayé d'entrer dans sa tête pour étudier ce qui pourrait bien s'y passer. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cet homme qui est soupçonné d'avoir assassiné sa famille dans la nuit du 3 au 4 avril 2011 et qui depuis est porté disparu et est toujours considéré, vous le mettez en avertissement du livre, comme innocent? Même s'il est très très suspect. Oui, quand même. C'est un défi, hein. Et puis alors, j'ai lu beaucoup de choses, comme tout le monde, sur Xavier Dupont de Ligonnès, et quand même, je restais un peu sur ma faim, et je me disais quand même, qu'est-ce que c'est que, qui est l'homme derrière tout ça, comment il a évolué, pourquoi il a basculé, et c'est pourquoi je me suis intéressé à lui. Vous trouviez que sa personnalité avait été insuffisamment étudiée, alors que généralement, quand il y a un fait divers de ce type-là, tout le monde se rue sur la psychologie du principal protagoniste. Alors justement, il y a eu beaucoup de livres qui lui ont été consacrés, dont certains excellents. Moi qui suis psychiatre, je vais quand même pas dire qu'ils ont été jusqu'au bout de l'appréciation fine de sa personnalité. Je pense qu'un psychiatre pouvait dire quelque chose, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Seulement, quand je me suis lancé là-dedans, je savais pas si... Vous alliez trouver quelque chose. Ben voilà. Et donc, il me semble quand même qu'il y a qu'on arrive à percevoir comment cet homme a évolué. Vous allez nous le dire dans un instant. Quelle est la différence entre l'expertise judiciaire que vous menez auprès de tueurs qui en général sont vivants, tueurs en série, qu'on peut aussi appeler des monstres, hein, parfois. Quelle est la différence de méthode ? Parce que dans un cas judiciaire, vous avez le coupable, l'expertisé, vous l'avez en face de vous, c'est différent. Ben évidemment, à ceci près que dans bien des cas, la personne que la justice nous demande d'examiner, elle n'a pas trop envie de faire de confidence, elle est dans une situation compliquée, donc elle peut tenir un récit assez conformiste, assez superficiel, et en définitive, j'en sais infiniment plus sur Xavier Dupont de Ligonnès, qui était un grand bavard, graphorique, qui passait son temps à raconter sa vie, à dialoguer ou à faire semblant de dialoguer avec les internautes sur les sites catholiques. Donc j'en sais beaucoup. Et puis j'ai rencontré ses proches, j'en sais beaucoup plus sur lui qu'un certain nombre de personnes que j'ai examinées, pour lesquelles pas grand-chose à dire. Alors, qui est cet homme qui a assassiné sa famille ou qui est soupçonné de l'avoir fait dans la nuit du 3 au 4 avril et qui a disparu? Qui est Xavier Dupont de Ligonnès du point de vue de Daniel Zaguri? Alors d'abord, quand même, qui est cet homme? C'est une question qui a l'air simple comme ça, mais qui n'est pas tant que ça, parce que j'ai envie de dire d'une manière un peu laconique que tout le monde s'en fiche de savoir qui est cet homme. Parce que quand j'ai écrit ce livre, je voyais des amis, je leur disais j'essaie d'écrire un livre sur Xavier Dupont de Ligonnès. Ils en avaient rien à faire. Ah bon? Mais non, ils me disaient, comme tout le monde, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Ah, c'est ça qui. Oui. Où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il et quelle est la fin de l'histoire? Cette fameuse fin de l'histoire qui permet à chacun de raconter la sienne et de faire la fin du film. Donc, il y a presque, si vous voulez, il y a presque quelque chose d'obscène pour le grand public de s'intéresser au psychisme d'un homme qui a commis une telle abomination. Donc, et le psychiatre est assez facilement taxé de complaisance pour s'être intéressé à quelqu'un comme on pourrait s'intéresser à n'importe qui. Donc, le simple fait de poser la question qui est cet homme n'est pas évident après une affaire criminelle.
Ça en dit long sur le public qui est fasciné par cette affaire. Il faudrait presque psychanalyser ou expertiser l'opinion. C'est pas le sujet. Dans votre livre, vous décrivez un parcours où la question de la croyance en Dieu est centrale. Je voudrais que vous nous en disiez plus là-dessus. Qu'est-ce qui fait que, et vous l'écrivez, vous dites, il est normal jusqu'à la nuit du 3 au 4 avril où il devient un monstre. Alors, comment s'opère le passage? Qu'est-ce que vous avez compris de cela? Alors, pas tout à fait ça. Hein. Si vous voulez, d'abord, il a été prédestiné. Donc, il a été prédestiné, et l'une des thèses de mon livre, c'est qu'à être prédestiné, on n'a pas de destin. Hein. Donc, sa mère a fait de lui un futur survivant de l'Apocalypse et en tête, si je puis dire, de la hiérarchie mondiale des survivants. Donc, à quoi bon faire des études, à quoi bon gagner sa vie, puisque de toute façon, on est un winner de naissance et que un jour, on va être au sommet de la hiérarchie mondiale. C'est vrai qu'il avait une mère très croyante et qui était persuadée que la fin du monde était pour la fin des années 90. Hein. Et puis la fin du monde n'arrive pas et c'est tout un édifice qui s'effondre pour sa maman. Absolument. Et sa mère était plus que très croyante, elle était prédicatrice, elle communiquait avec le divin. Elle avait une petite bande sectaire autour d'elle, enfin c'était spécial quand même. Hein. C'était très spécial. Ce qui est surtout surprenant pour nous quand même, c'est que jusqu'à l'âge de 35 ans, il a adhéré totalement aux prédications de sa mère. Et à l'âge de 35 ans, l'apocalypse ne se produit pas et c'est l'effondrement. Donc à ce moment-là, il se proclame un croyant. En réalité, il n'est pas un croyant. Il a perdu ses racines, il a perdu son contact avec ce catéchisme à l'ancienne, comme c'est sa formule, dans lequel il a grandi, hein, qu'il a façonné. Et à ce moment-là, il devient une sorte de chrétien déchiré. Il passe son temps sur les sites catholiques à faire semblant de dialoguer, mais en réalité de casser la foi de ses interlocuteurs. Donc c'est un homme très profondément meurtri, qui proclame partout qu'il est un croyant, mais qui en même temps passe son temps sur les sites catholiques et quand il a quelques minutes de libre, écrit des pages de théologie. Ça n'en fait pas pour autant un criminel à ce moment-là. Alors ça n'en fait pas pour autant un criminel, mais alors voilà un homme qui a un parcours, qui va subir un certain nombre de désillusions religieuses, désillusions financières parce qu'il va d'échec en échec, désillusions amoureuses parce que à force de ne pas s'intéresser à son épouse, elle va le tromper. Donc ça fait beaucoup et il va finir par avoir les huissiers aux trousses et c'est un homme qui va basculer dans quelque chose qu'on pourrait appeler la dépression, mais qui en fait n'est pas la dépression parce que il est tellement clivé, il est tellement compartimenté qu'il a une capacité exceptionnelle à masquer, même à ses propres yeux, son effondrement. Donc, il se réveille la nuit, il a des cauchemars, il a la gorge serrée, il commence à penser au suicide, il le dit, et tout ça, si vous voulez, c'est une espèce de période de crise qui suit ses désillusions. Et puis, il perd son père. Et à ce moment-là, c'est à peu près à ce moment-là qu'on peut penser qu'il a arrêté son projet suicidaire. Vous rappelez les modalités d'organisation du massacre de sa famille qui sont très méticuleuses. Il prépare son coup avec son fils pour le faire revenir. Il trouve un moyen de faire revenir son fils qui fait ses études loin de la maison. Il y aura cette fameuse nuit où il va tuer tout le monde. C'est à partir de votre expérience, à vous, quelle membrane saute? Quelle réserve saute, quel tabou saute quand on se met à massacrer les gens qu'on aime le plus. D'autant que c'est quelqu'un qui revendique son esprit de famille, qui a un côté très papa poule presque. Comment vous comprenez ça? Alors, Xavier Dupont de Ligonnès, il est devant une équation terrible. D'abord, il ne peut plus vivre parce qu'il souffre trop, donc il prend la décision de se suicider. Mais se suicider, c'est pas chrétien, donc il ne faut absolument pas que sa famille soit au courant. Se suicider en laissant les siens, c'est les abandonner. Et ça,
ça lui est insupportable. Un ami de la famille s'était suicidé peu de temps avant, et donc il avait dit, mais quel lâche d'abandonner sa famille. Donc, il faut organiser un suicide collectif et qui soit masqué à sa famille. Mais ça ne suffit pas. Il faut lui donner un sens. Et ce sens, il va le trouver avec le sacrifice. Et on voit bien dans les sites catholiques comment petit à petit il va faire du sacrifice une thématique centrale de la religion. Mais alors, le sacrifice à sa manière. Donc, si vous voulez, à partir de là, il a la solution du problème, si je puis dire. Tout le monde va se retrouver là-haut, ensemble, unis pour l'éternité. Et ce projet-là, il va falloir méticuleusement le programmer. Et c'est ce que j'appelle le travail psychique du crime. C'est-à-dire qu'après la mort de son père, il va rentrer dans une préparation méticuleuse de son passage à l'acte. Et pour ça, il faut qu'il supprime psychiquement tous les obstacles. Supprimer la culpabilité, pourquoi se sentir coupable, puisque Dieu agrée les sacrifices. La honte, pourquoi ressentir de la honte, puisque de toute façon personne ne le saura. Il faut supprimer la moindre défaillance possible, il ne faut pas que le bras puisse trembler au dernier moment. Donc, ses proches deviennent des espèces d'êtres chosifiés, programmés pour mourir, mais pour mourir pour la bonne cause. Bien sûr. Dire, je suis très cynique, mais bon. Ouais. Et donc tout ça va être méticuleusement mis en acte, au point d'ailleurs, et c'est une des dimensions les plus fascinantes de cette histoire. Il programme tout ça, il supprime tous les obstacles psychiques, il accomplit, si je puis dire, son œuvre criminelle, et après, il poursuit sa route, et personne ne voit le drame dans ses yeux. Pour vous, il s'est suicidé. C'est votre thèse. Il n'est pas caché quelque part. Il n'a pas fait de chirurgie esthétique. Il est inutile de le traquer. Pour vous, cet homme s'est suicidé. En 2 mots, pourquoi êtes-vous certain de cela, ou presque certain? Voilà, le mot presque est très important, oui. Parce que moi je suis pas dans la croyance, bien sûr, vous savez, je crois pas, c'est ce que... Qu'est-ce qui vous le fait dire? Ce qu'il me fait dire, c'est pas un élément, 2 éléments, 3 éléments, c'est l'ensemble du fil évolutif de sa vie qui va vers le suicide, selon toute probabilité. Daniel Zaguri, merci à vous. Je rappelle le titre de cet ouvrage, L'énigme publique numéro 1, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est paru au Seuil. Merci, docteur. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres du mercredi. Marc Lambron et Ruth Elkrief, Radio Classique.